Le monde, c'est nous. Le torchon brûle aux États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan. La tension est devenue plus que vive au lendemain de la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à Taïwan le 2 août dernier, malgré les avertissements et les menaces de la Chine. Et réponse du berger à la bergère, l'armée chinoise a conduit les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan, d'une réponse musclée à la suite de cette visite de la chef des députés américains sur l'île. À noter que ces vastes manœuvres militaires chinoises ont été lancées dans 6 zones autour de Taïwan et notamment au niveau des routes commerciales très fréquentées. Ces exercices se poursuivront jusqu'à ce dimanche 7 août 2022 à midi heure locale, selon des précisions de nos confrères de la télévision chinoise. On en parle ce matin. Mesdames, Messieurs, comment comprendre ces manœuvres chinoises à Taïwan? Doit-on craindre la répétition d'un potentiel blocus aux répercussions mondiales? Selon certains analystes, les manœuvres militaires menées par la Chine autour de Taïwan, les plus importantes de son histoire, je l'ai dit tout à l'heure, sont destinées à simuler un blocus de Taïwan et incluent des tirs d'artillerie à munitions réelles et de longue portée, ainsi que des missiles devant survoler l'île pour la première fois selon plusieurs médias d'État. Que comprendre par là? Par ces manœuvres, la Chine chercherait-elle à montrer sa capacité à isoler l'île, mais aussi à bloquer les routes maritimes essentielles pour le commerce mondial? On en parle dans cette édition de Géopolitique internationale, analyse et explication avec nos experts. Et puis dans le second sujet, je vous propose d'analyser avec nous, chers invités, les enjeux géoéconomiques, géopolitiques et géostratégiques autour desquels gravite l'offensive actuelle du monde en Afrique. Comment percevoir la bataille des puissances étrangères sur le continent depuis le début de ce 21e siècle? Que dis-je, la rude compétition de puissances, particulièrement dans une Afrique centrale au cœur des convoitises de grandes puissances occidentales émergentes. Or, on en parle ce midi dans cette édition d'Appel sur le continent, cette édition de Géopolitique internationale. Pardon, mesdames, messieurs, bienvenue à vous tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition de Géopolitique internationale sur la télévision panafricaine. Vous le savez, la tension a monté d'un cran entre les États-Unis et la Chine autour, bien sûr, de Taïwan, au lendemain de la visite de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi donc à Taïwan. Et pour cause donc son arrivée sur l'île, la présidente de la Chambre des représentants s'est finalement rendue à Taïwan malgré, il faut le dire, les avertissements et les différentes menaces de Pékin qui considère, ou du moins qui a considéré cette visite comme une grave provocation, risquant bien sûr d'enflammer les relations sino-américaines déjà très tendues. Et bien dans cette édition, on reviendra bien évidemment sur la jeunesse même de ces tensions. Qu'est-ce qui, selon vous, a provoqué l'ire du dragon chinois? On en parle dans cette édition des Géopolitiques internationales et surtout dans cette première partie avec nos invités que je vais de ce pas vous présenter. Ils sont avec nous, ils sont 4 ce midi avec nous. Luc Michel qu'on n'a plus besoin de présenter. Daria Platonova qu'on aura le plaisir de retrouver tout à l'heure, Gamal Abina et aussi Fabrice Beyor que nous avons le plaisir de retrouver. Voilà, nos 4 invités sont installés. Chers invités, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Nous commencerons bien sûr avec ce premier sujet relatif aux tensions
on ne peut plus vivre entre la Chine et les États-Unis au sujet de l'île de Taïwan. Alors, je vais commencer avec vous très rapidement. Gamal Abina, la Chine a intensifié ses représailles après la visite de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi. Alors, que pensez-vous réellement, Gamal, de cette visite qui, selon vous, ou alors, selon les experts, a mis la Chine en colère? Pourquoi, selon vous, les deux pays en sont arrivés à ce point, Gamal Abina? Bonjour pour commencer, puis bonjour à tous les panélistes. Donc, simplement pour répondre à votre question, pourquoi la Chine est en colère? C'est simplement parce que la provocation américaine est évidente. Il y a une intention de cette administration Biden, qui est une administration très va-t-en-guerre, d'en découdre avec la Chine. Alors, au départ, sur les questions économiques, évidemment, on l'a bien compris, mais Biden est beaucoup plus offensif que l'était Trump, qui était déjà très vent debout contre la Chine pour des raisons, encore une fois, économiques. Alors, pourquoi est-ce que ça les énerve? Parce qu'effectivement, à nouveau, c'est les démocrates qui envoient quelqu'un dans la région, Nancy Pelosi, 82 ans, envoyé par un homme, 79 ans, Joe Biden. Donc ces gens-là sont des gens extrêmement dangereux dans la mesure où ils n'ont pas d'avenir. Ce sont des personnes très âgées et qui ne voient pas le monde à l'aune de l'avenir mais du passé. Et ce qui se passe, c'est qu'en 97 déjà, il y avait un envoi d'un responsable de Chambre des représentants. Alors dans l'architecture américaine, la responsable de la Chambre des représentants, c'est la troisième en termes de pouvoir diplomatique et politique dans la hiérarchie américaine. Donc ça dit vraiment que le geste n'est pas anodin. Elle est partie alors que beaucoup de gens s'y étaient opposés, à commencer par les Chinois bien évidemment, et elle est partie dans une situation où déjà il y a une crise entre la Russie et la Chine, la Russie, excuse-moi, et les États-Unis par rapport à la question ukrainienne, et que cette crise a été amplifiée par le rapport de force entre les Américains qui ont ordonné quasiment aux Chinois de se ranger du bon côté de l'histoire. C'est le terme utilisé par eux. Alors qu'est-ce que c'est que le bon côté de l'histoire? Eh bien, c'est la condamnation de la Russie par la Chine, la rupture des relations économiques entre la Russie et la Chine. C'est ça que les Américains attendaient des Chinois. Il va de soi que non seulement ils n'ont pas obtenu gain de cause, mais que, pire encore, les Chinois, pour la première fois depuis très longtemps dans leur histoire, puisqu'il y avait toujours une concurrence entre la Chine et la Russie, les Chinois se sont rapprochés de la Chine. Et donc, la raison pour laquelle les États-Unis commencent à provoquer, c'est une provocation évidente, inutile et parfaitement dangereuse. La Chine, c'est la région, donc la Chine continentale sur l'île de Taïwan qui appartenait historiquement à la Chine, il ne faut pas l'oublier, qui n'était pas un problème tant que c'était Chiang Kai-shek qui était au pouvoir. Et bien la raison pour laquelle les Chinois le prennent très mal, c'est qu'ils se rendent bien compte que les Américains, qui jouent toujours double jeu sur cette relation entre la Chine et puis Taïwan, donnent le sentiment aujourd'hui, avec cette visite d'État, de consacrer une forme d'indépendance de l'île qui est revendiquée depuis toujours par la Chine, comme l'avait été Hong Kong rétrocédé en 99. Donc aujourd'hui, la question géopolitique ne dépasse la question taïwanaise, puisqu'évidemment, la question qui se pose, c'est le rapport entre la Chine, la Russie, les États-Unis. C'est un triangle qui est en train de se former, avec deux axes qui sont constitués, donc l'axe de l'Est, et les Chinois, évidemment, n'ont pas reculé sur cette question de principe, veulent récupérer leur souveraineté sur Taïwan, qui leur appartient historiquement, et qui a été séparée de la Chine en 49 à la suite de la fuite du Kuomintang, dirigée par Chiang Kai-shek, qui était plutôt pro-occidental. Voilà pourquoi aujourd'hui les Chinois prennent très mal ce rapport entre les États-Unis qui viennent envoyer la numéro 3 de l'administration américaine sur un territoire qu'ils revendiquent depuis toujours. Vous restez avec nous, Gamal Abina. Alors, indépendamment de ces tensions sino-américaines, je veux dire, de ces relations qu'on connaît déjà très tendues entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'il n'y aurait pas, parce que vous êtes revenu tout à l'heure sur Nancy Pelosi, sur son âge également d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une histoire un tout petit peu tumultueuse entre cette dame-là, entre cette démocrate américaine et la Chine, selon vous? Alors déjà, il faut commencer par le débat. Dès le départ du schéma de pensée, les démocrates ne sont pas de gauche. On a tendance à penser que c'est l'aile gauche de ce système bipartite américain. Les démocrates n'ont jamais été de gauche, ne seront jamais. La seule fois où il y avait une dimension un petit peu humaniste des démocrates, c'est sous Carter. Et preuve en est, il n'a pas attaqué l'Iran quand il y a eu la révolution islamique. Mais les démocrates sont des gens plutôt centre ou centre droit, très proches finalement dans certains abords des idées républicaines par rapport à la guerre et l'exportation de la guerre. Pour prendre l'exemple très concret, Nancy Pelosi, par exemple, avait refusé la guerre d'Irak, mais quand il y a eu le surge, donc la réaffirmation du renfort des moyens militaires pour massacrer les populations irakiennes du centre de l'Irak, Fallujah particulièrement, eh bien à ce moment-là, Nancy Pelosi a signé les contrats, elle a signé le fait d'augmenter le budget militaire pour faire la guerre. Donc c'est une femme qui n'est pas du tout un enfant de cœur, qui est quelqu'un de très va-t-en-guerre,
comme d'ailleurs son Biden, qui est pareil, avait signé la guerre d'Irak en 2003, pas oublier. Donc ces gens-là sont dangereux dans la mesure où ils se présentent sous un faciès de libéraux, de gens plus ou moins de gauche, qui auraient une dimension humaniste, alors qu'en vérité, ce sont de grands va-t-en-guerre. Alors j'ai presque envie de dire que la gauche est traditionnelle en matière de position coloniale et néocoloniale, mais là c'est plus grave, parce que on est face à une Chine surpuissante, première puissance économique, même si on dit encore que la deuxième puissance, c'est pas vrai. C'est la première puissance économique, avec une Russie qui a été repoussée dans ses retranchements, et avec une alliance chino-sinoise qui n'existait pas. Rappelons-nous quand même que la Chine et la Russie étaient en concurrence. Et Pelosi, quand elle commence à provoquer, alors je rappelle son âge, c'est important parce que c'est une dame de la vieille politique américaine, dont les fondamentaux idéologiques vont beaucoup plus loin que la simple administration qu'on nous a consacrée aujourd'hui. Donc cette femme, comme Biden, sont des gens qui ont déjà participé à 3 reprises à des guerres dans le Moyen-Orient. Je parle de la première guerre d'Irak, Iran-Irak, je parle de la seconde en 91, je parle de la troisième en 2003. Ils ont toujours été à la manœuvre. Donc ces gens-là, effectivement, une idéologie très guerrière, très expansionniste, très America First, mais en pire. Et surtout, c'est des personnes qui n'ont absolument pas la notion du bien-être de l'humanité. C'est-à-dire qu'on va provoquer des Chinois chez eux, car rappelons tout de même, faut quand même le rappeler, que la Chine est chez elle à Taïwan, et que c'est pas parce que le Kuomintang tenu par Chiang Kai-shek, qui était donc un ultranationaliste de droite quasiment, on peut le dire, qui a fui la Chine continentale et a occupé cette île illégalement, c'est pas parce que cet homme était aux commandes qu'on peut accepter la séparation de la Chine continentale de ce territoire qui historiquement lui a toujours appartenu. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ça rappelle par certains avances ce qui se passe entre les régions est de l'Ukraine et la Russie. Il y a toujours une accointance, mais c'est pire encore, c'est que vraiment là, on est dans une provocation inutile qui aurait pu conduire, puisque il y a des forces chinoises qui sont déployées dans la région, 27 avions qui ont survolé Taipei. Ça aurait pu conduire à une conflagration générale dans la région, puisque les Américains sont très présents avec leurs alliés, japonais évidemment, et sud-coréens. Merci beaucoup à vous, Gamal Abina, pour cette analyse. Je me retourne à présent vers vous, Daria Platonova. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes observatrice politique du mouvement eurasiste international. Alors, la Chine a dénoncé à la suite, au lendemain de cette visite de Nancy Pelosi, l'attitude extrêmement, et là je cite, extrêmement dangereuse des États-Unis. Elle a d'ailleurs annoncé des actions militaires ciblées en réponse à cette visite-là, du moins dans la foulée. Pékin considère, nous le savons tous, l'île comme une partie de son territoire à réunifier par la force si nécessaire, selon certains analystes. Alors des avions de chasse chinois Su-35 ont d'ailleurs traversé le détroit de Taïwan. Est-ce que selon vous, Daria Platonova, sur le plan géopolitique, en dehors de ces manœuvres militaires qui ont été menées par la Chine, on a des raisons de redouter ou de craindre d'autres actions encore plus rudes de la part de la Chine? Je suis sûre que en fait c'est que le début parce que la Chine acte selon les stratégies militaires de Sun Tzu. C'est un stratégiste militaire qui a écrit l'art de guerre. L'art de la guerre. Donc, l'objectif de la guerre, c'est pas de donner la réponse directe pour les provocations directes. Et donc, je suis sûre que la Chine va modifier ses relations économiques aussi avec l'Occident, avec les États-Unis. Et donc, le coût de la Chine est à venir. Donc, cette opération militaire qui a commencé, c'est juste que le début. Et je crois que géopolitiquement, c'est très important ce qui s'est passé parce que la provocation de cette bloc libéral, on peut vraiment dire que c'est pas du tout des représentants de démocratie ou plutôt c'est pas du tout les représentants de la gauche, c'est les vrais libéraux avec la manière totalitariste qui actent au Moyen-Orient, qui actent en Afrique, qui actent maintenant en Taïwan. Et donc Pelosi, c'est une vieille provocatrice qui a la réputation d'une critique de la longue date du Parti communiste chinois. Par exemple, elle a déjà exprimé son soutien aux manifestations de Hong Kong. Elle a rencontré les dissidents chinois et le Dalai Lama, qui est un chef religieux tibétain qui a hérité les autorités chinoises. Et en fait, je voudrais bien aussi de rappeler que en 1991, Madame Pelosi a déployé sur la place Tiananmen à Pékin. Et donc, elle était avec un poster où il avait un signal, il avait le motto, le slogan « à ceux qui sont morts pour la démocratie ». Donc, c'était un commémorement de événement à cette place. Et donc, je suis sûre que maintenant, la Chine n'a pas encore fait une réponse officielle. Tout ce qu'on a vu, c'est
les appels aux ambassadeurs des États-Unis en Chine, c'est que les petites premières pas. Et je suis sûre que c'était une grande faute de la part de l'agonie globaliste, parce que cette visite de Taïwan, une provocation de très haut niveau, c'était fait pour montrer le pouvoir du globalisme. Mais ce que nous allons voir, c'est que la Chine et la Russie aussi, et aussi les autres pays, sont libérés de cette hégémonie américaine. Et donc, Nancy Pelosi pensait que c'était une victoire. Et donc, la presse, les médias globalistes américaines, ils se voient cette situation comme une victoire totale de Pelosi, qui est vraiment entré la plateforme de la Chine, en fait, le territoire de la Chine, parce que officiellement, c'est la Taïwan, c'est considéré comme une partie de la Chine, territorialement. Donc, elle a vu ça, et la presse a vu ça comme une victoire, mais c'est le fond de globalisme, et donc je peux dire que nous allons voir aussi la réaction de la Chine qui aura place très bientôt. Si on parle géographiquement, on peut dire qu'il y a des îles entre Taïwan et entre la Chine sur lesquelles la Chine voudrait bien installer le contrôle le plus fort possible. Donc cette zone, il faut absolument maintenant regarder et analyser ce qui se passe autour d'eux, parce que maintenant il y a comment dire, l'étude militaire. Et donc, il faut absolument regarder cette zone, parce que la Chine va installer le contrôle. Et quand on pense et analyse les stratégies de la Chine, il faut absolument comprendre la logique de Sun Tzu, la logique de l'art de la guerre. Donc, c'est la théorie de l'approche indirecte. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas la réponse ouverte qui sera très vite. Ça sera la réponse. Gamal Lebina aussi, c'est rapprocher la Chine vers la Russie. Et donc, ça crée un bloc très fort dans le monde multipolaire. Donc, c'est mon vision de la situation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Daria Platonova. Merci pour cette première analyse. Alors, Fabrice Beyor, bienvenue à vous. La Chine s'apprête à boucler ce dimanche ses plus grandes manœuvres militaires jamais menées autour de Taïwan. En tout cas, il faut le préciser. Ces dernières là mené, nous le savons, des exercices pratiques conjoints en mer et dans l'espace aérien, entourant l'île de Taïwan comme prévu d'ailleurs. Alors, au regard de tout ceci, Fabrice Beyor, est-ce qu'il est possible de penser que tous ces exercices-là visent, pourquoi pas, à tester la puissance conjointe, je dirais la puissance de feu conjointe sur le terrain et les capacités de frappes aériennes de longue portée de la Chine? D'un point de vue militaire, la Chine n'a pas les moyens encore dans le même du discours occidental, n'a pas encore les moyens militaires de l'invasion de Taïwan, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont, depuis plusieurs années, évidemment, une modernisation de leur armée, en particulier de leur flotte, qui, effectivement, dans 5-10 ans, sera du niveau pour affronter la flotte américaine. Ceci étant dit, ce n'est pas l'objectif militaire de la Chine d'envahir Taïwan. Entre parenthèses, ce serait pas envahir, mais ce serait la réintégrer au sein de la mère patrie chinoise. Ouais. Ça a été dit, c'est un fait historique, et reconnu par la dite, comme ils disent souvent, communauté internationale. Donc même la position américaine officielle de semi-conducteurs. Donc c'est valable dans tout le domaine. Si la Chine ne contrôle pas Taïwan, elle peut ne l'a pas intégré dans son territoire, elle peut le contrôler, et ses manœuvres militaires démontrent que sans aboutir à une confrontation directe, la Chine, elle aussi, peut imposer un blocus comme le font en général les États-Unis. Je rajouterais pour terminer sur Pelosi, effectivement, pour continuer dans ce qu'a indiqué Gamal Abinas, c'est que elle fait partie d'une ancienne génération. Elle a fait un peu un geste, comme on dit, moral. Vous savez, aujourd'hui, la politique occidentale nous parle de morale au lieu de parler effectivement des droits effectifs. C'est un peu comme les bombes atomiques ou les interventions militaires un peu partout dans le monde. Ils viennent au nom des droits, c'est-à-dire qu'ils viennent imposer la dite démocratie avec les fameuses bombes, les bombes qui tuent, mais pour votre bien. Pelosi, elle est un peu dans cette situation. Elle sait que elle sera pas réélue la prochaine fois, qu'elle vit son dernier moment de sa carrière politique, et elle veut marquer d'une manière égoïste on va dire sa position. Mais même sa position, en fait, déstabilise la position du gouvernement américain, qui évidemment est en confrontation avec la Chine,
mais d'une manière plus subtile. Et là, évidemment, ça révèle un peu l'hypocrisie de l'administration américaine, et ça les gêne beaucoup, ce qui prouve que une bonne partie, vous savez, c'est avec ce qui se passe en ce moment, les sanctions contre la Russie démontrent que ces élites américaines et ces élites que j'appelle en Europe du parti américain, en fait, sont tellement déconnectés des réalités du terrain qu'ils arrivent eux-mêmes à se créer des problèmes et à mettre en position de force les pays contre lesquels ils se combattent. Et vraiment, la conclusion, la Chine aujourd'hui, avec ce déplacement de Pelosi, a démontré qu'elle était sage, elle a démontré aussi qu'elle pouvait agir autrement, et elle a démontré, comme je l'ai précisé, qu'il y a plus de 160 pays dans le monde, donc la majorité des pays représentés à l'Assemblée générale de l'ONU, qui reconnaissent le principe d'une seule Chine. Dans le cas précis, Madame Pelosi fait partie du vieux monde, avec ce vieux logiciel de la guerre froide, et n'a toujours pas compris que les rapports de force avaient changé depuis 2014, avec le pas de trop des États-Unis en Ukraine, et en particulier depuis le 24 février 2022, où la Russie a mis un stop au monde d'hier. Le monde de demain, il est en train de se construire, mais il va pas se construire avec les mêmes principes donc du bloc occidental et l'impérialisme américain qui domine ce bloc occidental. Ils n'ont toujours pas compris, mais Madame Pelosi est une vieille politique, mais rappelons-nous quand même que c'est tout de même cet état d'esprit, qu'on soit républicain ou démocrate, qui prévaut. Il y a un accord bipartisan sur la Chine, et ce n'est qu'un accroc, mais l'affrontement entre les États-Unis et la Chine pour ce monde multipolaire, en particulier pour la première place, parce qu'il y a, même dans un monde multipolaire, il y a toujours un premier sur le podium, ne fait que commencer. Et l'affrontement qu'il y a à l'heure actuelle en Ukraine fait partie de ce tout. Ne croyez pas que ces éléments ne sont pas liés, ils sont évidemment liés. Et comme je l'ai dit, le nouveau monde multipolaire en construction est actuellement se fait sous nos yeux, mais il est fait certainement de beaucoup d'instabilité, et en cela il faut remercier Moscou et Pékin d'agir avec sagesse dans leur confrontation avec les États-Unis. Fabrice Beyor pour cette intervention. Je me retourne à présent vers vous, Luc Michel. Alors, Luc Michel, avec vous, j'aimerais évoquer de cette actualité géopolitique. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur l'historique même, l'histoire de Taïwan, concrètement l'histoire entre Taïwan et la Chine, et pourquoi ce que certains qualifient d'intrusion des États-Unis dans cette histoire. Mais avant, à la suite des manœuvres militaires dans le cadre donc de ces exercices, la Chine, Luc Michel, a annoncé des mesures de représailles diplomatiques visant notamment les États-Unis, avec notamment la suspension des discussions sur le climat, une décision qui pourrait impacter la lutte globale contre le changement climatique. Alors selon vous, Luc Michel, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que ces représailles peuvent impacter le climat? Ça, c'est la première question. Mais avant d'y répondre, est-ce qu'il est possible pour vous de revenir justement sur cette histoire qui concerne la Taïwan, bien sûr étroitement liée avec la Chine? Je vais répondre à vos deux questions. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Mais après, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, parce que je ne suis pas d'accord du tout avec les analyses qui ont été faites. La première chose de l'histoire de Taïwan, Taïwan au départ c'est une colonie portugaise et ensuite une colonie japonaise. Elle est occupée par le Japon jusqu'en 1945. Elle s'appelle à l'époque Formose et pas du tout Taïwan, ce qui est un nom européen. En 1947-48, la guerre civile chinoise qui a été commencée dès le début des années 20 entre communistes et nationalistes est gagnée par les communistes, et les nationalistes de Chiang Kai-shek, qui représentent à ce moment-là officiellement la Chine, et qui sont les alliés des États-Unis, mais aussi du Vatican, parce que Madame Chiang Kai-shek est une catholique, eh bien, ils se réfugient dans l'île de Formose et ils établissent un régime distinct de celui de Pékin, un régime nationaliste allié des États-Unis qui va représenter la Chine aux Nations Unies jusqu'en 1972. En 1972, c'est la visite de Nixon et de Kissinger à Pékin, et pour avoir l'appui
de la Chine de Mao dans la lutte qui oppose les États-Unis à l'Union soviétique. Évidemment, les États-Unis reconnaissent que la Chine communiste représente évidemment la Chine aux Nations Unies. C'est la fin de l'ère internationale de Taïwan, mais pas du soutien américain. Le régime nationaliste du Kuomintang, le parti de Chiang Kai-shek, finit par perdre le pouvoir, et le pouvoir à Taïwan échoue à un parti sécessionniste. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ces gens voudraient proclamer un État indépendant de la Chine communiste à Taïwan, et ils sont encouragés à la fois par les républicains de Donald Trump, mais aussi par la tendance démocrate de Biden et de Nancy Pelosi. Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui. Il faut noter l'hypocrisie des Américains. Ils prétendent combattre ceux qui s'appellent les sécessionnistes à Donetsk et à Lugansk, évidemment, mais ils soutiennent les sécessionnistes à Taïwan. Nous sommes là au cœur, évidemment, de la géopolitique américaine. Lorsqu'il est élu américaine actuelle et Nancy Pelosi, elle va à Taïwan pour appuyer la politique de Joe Biden et la tentative de constitution de cette OTAN du Pacifique. C'est donc une politique tout à fait actuelle. Je ne pense pas non plus que la Maison-Blanche est mal à l'aise avec la démarche de Nancy Pelosi, mais au contraire que Nancy Pelosi appuie la géopolitique de la Maison-Blanche, évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Nancy Pelosi, c'est une vieille géopolitique anti-chinoise, mais que cette géopolitique a été revitalisée par Joe Biden actuellement. Dernière chose à dire évidemment, et qu'il faut comprendre, c'est que derrière tout cela, il y a évidemment une géopolitique américaine qui représente une erreur stratégique majeure. C'est-à-dire que les États-Unis entendent combattre sur deux fronts. Un premier front en Europe centrale et en mer Noire contre la Russie, et un deuxième front en mer de Chine contre la Chine communiste. C'est une erreur fondamentale puisque tous ceux en géopolitique qui ont voulu mener une guerre sur deux fronts ont échoué. L'Allemagne en 1918, l'Allemagne en 1940 et 1945. Et aujourd'hui, évidemment, les États-Unis qui veulent mener une guerre contre la Chine et la Russie et qui vont renforcer l'unité de la Chine et de la Russie, l'axe Pékin-Moscou, évidemment. Voilà tout ce qu'il faut retenir. Erreur géopolitique fondamentale et stratégique des États-Unis, mais provocation qui correspond évidemment totalement à la géopolitique de l'administration Biden. Merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour cette analyse. Alors, on va sous peu passer à notre seconde thématique, mais avant, j'aimerais revenir sur un aspect avec vous, Gamal Abina notamment et Daria Platonova. Alors, est-ce que tout à l'heure, on a dit que cette visite de Nancy Pelosi, du moins lors, pendant les menaces, des différentes menaces et avertissements qui ont été donnés par la Chine craignait justement que cette visite n'enflamme la situation. Est-ce que selon vous, Gamal Abina, il y a d'autres actions qui pourraient être posées par les États-Unis notamment, qui pourraient faire craindre un embrasement de la situation à Taïwan, par exemple? Déjà, pour répondre à ce qui a été dit par Luc Michel, évidemment, si on revient à l'île de Formose, si on revient à toutes les appellations d'îles qui étaient occupées par d'autres colons, on peut effectivement, nous on a fait un raccourci historique, c'était essentiel. J'allais dire simplement, c'est que là où je suis pas d'accord avec Luc Michel, c'est qu'il a raison sur un point et en même temps, il faut modérer le propos. Nancy Pelosi, je parle bien d'une vieille politique américaine des années 90. La politique américaine 80-90 qui consistait, à l'époque où c'était encore les démocrates pour parti qui étaient aux commandes, à vouloir déstabiliser la Chine, Tiananmen étant évidemment l'illustration la plus évidente.
C'est pas la politique de Kissinger de 72 qui était destinée à séparer la Chine d'une alliance avec la Russie. On est dans d'autres logiques. Après 89, la chute du mur de Berlin, les États-Unis, très offensifs, voulaient faire tomber tous les régimes communistes où qu'ils soient dans le monde, jusqu'à la Yougoslavie qu'ils ont bombardé en 90. Donc cette politique que je dis ancienne, rance et américaine, très va en guerre, elle démarre en 91 avec la guerre d'Irak, évidemment, de Yougoslavie avant, d'Irak. Et puis ils ont multiplié les opérations militaires jusqu'à récemment la Libye. Donc c'est bien une politique offensive qui consiste à pousser son avantage face à des régimes qui n'existaient plus ou qui étaient très fragilisés, avec l'espoir que la Chine s'effondre en 89 avec Tiananmen. Donc cette politique de Nancy Pelosi, elle n'a jamais perdu de vue. Cette femme, à 80 ans, je l'ai dit, donc il y a 30 ans ou 35 ans, elle avait la cinquantaine, elle était déjà dans ce même logiciel, ce même référentiel, qui est la continuité, effectivement, c'est bien de le rappeler, de la politique de Trump qui est anti-chinois. Mais Trump n'est pas anti-chinois parce qu'il est anti-communiste, ça n'intéresse pas, ça. Il est anti-chinois parce qu'il est anti-puissance économique chinoise. Parce qu'il disait America First, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'économie américaine en premier. Trump n'est pas un battant en guerre. Il faut quand même rappeler qu'il est quasiment pas intervenu durant ces 4 ans de mandat. Alors, aujourd'hui, effectivement, pourquoi est-ce que la Chine prend mal la chose et pourquoi les Américains font une erreur? Et là, je rejoins totalement Luc Michel, géostratégique, c'est qu'ils ouvrent 2 fronts. Alors, un front indirect avec l'Ukraine, puisqu'ils alimentent la guerre sans y participer directement, et un front direct en mer de Chine. Et ça, c'est une erreur géostratégique qui coûte à l'administration américaine. Et Nancy Pelosi, c'est bien de le dire aussi, est partie un petit peu toute seule parce que c'est une forte tête, cette femme, avec son rose bonbon ridicule qui lui a servi de vêtement pour aller se faire l'intéressante là-bas à Taïwan, l'a fait contre une grande partie de son administration parce qu'ils savent très bien qu'une guerre sur le front, et c'est bien de rappeler que les Allemands par 2 fois se sont fait littéralement atomiser en ouvrant 2 fronts dans la guerre 14-18, 39-45, eh bien, les guerres sur 2 fronts sont des guerres qui sont quasiment impossibles à gagner, et surtout, ils radicalisent les positions de leurs adversaires. Que ce soit la Chine ou la Russie, aujourd'hui, ils marchent comme un seul homme. Rappelons tout de même que Taïwan, c'est un pays qui n'a que 23,5 millions d'habitants, donc c'est une goutte d'eau par rapport à 1,4 milliard d'habitants chinois, que Taïwan, effectivement, c'est vrai que c'était des gens qui étaient plutôt l'aile dure, droite, chrétienne, c'est vrai de le rappeler, parce que bon, on reviendra sur l'histoire, c'est long, mais très rapidement, Chiang Kai-shek, c'était quand même pas un enfant de cœur, c'était un vrai criminel qui a lutté contre le Japon avec les Chinois, et après, en 49, perd sa bataille contre les communistes qui ne prenaient pas au sérieux, et finit par se réfugier sur l'île de Taïwan. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est effectivement pourquoi Taïwan, et c'est bien effectivement de le rappeler aussi, est défendu par les Américains comme séparatiste, quand on refuse au Donbass de se séparer de l'Ukraine, qui manifestement voulait en découdre avec les russophones, qui sont en réalité des Russes. Hein. Eh bien, ces questions-là, elles se posent en termes géopolitiques de façon gravissime, parce que les Américains multiplient les fautes et les erreurs stratégiques qui ont radicalisé les positions, et on est arrivé à un tableau incroyable, et je vais finir mon propos là-dessus, sur une réunion, mais vraiment, quand je dis incroyable, quand on pense à ce qu'était la révolution islamique d'Iran, et la haine totale que les Iraniens avaient contre les Américains et les Russes à part égale, hein, eh bien, de voir à Téhéran une conférence où on voit des Russes, des Iraniens et des Turcs, donc 3 ennemis vraiment déclarés, se retrouver dans un même lieu pour se mettre d'accord sur un modus vivendi, ça veut dire que le monde est en train de changer de façon extraordinaire. Et c'est en cela que je dis que cette politique de Nancy Pelosi est une politique passéiste, c'est une politique d'une femme qui rêve d'une grandeur américaine qui n'existe plus, on l'a bien compris, et c'est une politique extrêmement dangereuse parce que les Chinois, qui sont des gens, c'est bien qu'on nous ait rappelé à l'instant, et que notre invité nous ait rappelé que Sun Tzu est un peu la stratégie chinoise. Ils ne réagissent pas comme des animaux. Ce sont des gens qui pensent comme des joueurs d'échecs, comme les Iraniens d'ailleurs, hein. Ce sont des joueurs d'échecs et les Russes. Et donc, ils placent leurs éléments au fur et à mesure, poussent leur avantage à droite et ralentissent un petit peu à gauche, parce qu'ils savent qu'in fine, la victoire leur appartiendra. Quant à la question des semi-conducteurs, donc, il faut traduire rapidement ce que sont les semi-conducteurs, c'est les composants électroniques, microélectroniques, qui sont la base de toute l'électronique mondiale, que ce soit la défense, la télévision, la téléphonie, si vous voulez. Eh bien, ces fameux composants qui sont très rares aujourd'hui sont produits non seulement par Taïwan, c'est vrai, mais pas seulement. Il y a aussi, on voit bien que la Corée du Sud, je vous dis une bêtise, Singapour le produit, ici la Corée du Sud pour partie. Maintenant, j'attire l'attention du public, si on doit entendre quelque chose d'important, c'est que les États-Unis ont une spécialité, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est un pays qui a toujours divisé les nations en 2 pour créer des guerres. Je donne 3 exemples. La Corée du Nord, depuis 53, depuis la défaite, est en guerre avec la Corée du Sud, en guerre froide, et c'est 2 pays qui ont été séparés. Le Soudan récemment, Nord-Sud. Le Yémen à l'époque, ils sont revenus ensemble. On voit les conditions aujourd'hui. C'était le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. À chaque fois que les Américains interviennent quelque part, ils séparent des peuples
frères, des pays, ils en font deux entités distinctes. Et on voit bien qu'avec la Chine et Taïwan, évidemment, l'intention américaine, puisque c'est pas des Chinois qui sont à Taïwan, c'est de séparer, je ne veux même pas revenir sur Formose, mais au moins Taïwan, de séparer des peuples qui étaient, je rappelle tout de même, frères. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment va s'arrêter cette logique de division et de destruction que les États-Unis ont toujours menée dans le monde. C'est une question qui est à poser aujourd'hui et j'espère que la réponse sera évidemment pas trop guerrière, mais plutôt stratège. Merci beaucoup à vous, Gamal Abina, pour cette autre analyse. Très rapidement, je sors avec vous, Daria Platonova. Alors, certains analystes voient dans ces événements concernant Taïwan des convergences entre le conflit actuel, si on peut l'appeler ainsi déjà, entre les États-Unis et la Chine. La convergence, disais-je tantôt, avec les événements de l'Ukraine. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je suis sûre, parce que quand on regarde les médias chinois, il y a vraiment le parallèle entre ces deux événements, parce qu'historiquement, Taïwan, c'est le parti de la Chine, comme Luc Michel nous a expliqué un petit peu l'histoire, après les années 1949-48. Donc, il y a vraiment beaucoup de traits similaires, et surtout, c'est que l'indépendance de Taïwan est soutenue par les forces américaines, par le régime libéral américaine. Et donc, pareil avec l'Ukraine. L'Ukraine, par exemple, était soutenue pendant 8 ans par le régime américain, et les représentants de l'administration mettaient la technique militaire comme un soutien pour cette région pour faire la provocation contre la Russie. Donc, c'est absolument que c'est les événements très similaires. Mais ce qu'on peut voir aussi et constater que toutes les fronts, même en Ukraine et même en Taïwan, c'est un écran de la fumée pour couvrir la crise de libéralisme et la crise de la domination d'idéologie du libéralisme dans le monde. Donc, ce que nous voyons, c'est que les États-Unis sont très actifs à Taïwan, en Ukraine. Nous pouvons voir aussi qu'en Afrique, ils commencent d'être plus actifs. Nous pouvons voir aussi le front qui est ouvert en Europe, c'est le front de Kosovo, qui il y a quelques jours, il y a une semaine, la Serbie et le Kosovo étaient presque au début du conflit. Donc, et les responsables américains pour couvrir l'échec, l'échec intérieur, politique, économique, migratoire, la crise qui est vraiment maintenant très fort et très grave aux États-Unis, il ouvre les nouveaux fronts. Et donc, c'est pas déjà une ouverture du nouveau front. Pour l'instant, c'est le front qui seulement existe sur les mots. Dans les mots, aussi avec la provocation terroriste tous, mais personne ne sait pas dans laquelle phase ça va reconstruire. Et j'espère que ça va pas reconstruire dans la guerre comme c'est en Taïwan et la Chine, en Ukraine, mais aussi les États-Unis ont le but de faire la déstabilisation de tous les continents pour avoir plus de contrôle. Donc, dans quelque sorte, ça peut être décrit comme la stratégie de gouverner le chaos. Gouverner le chaos, c'est-à-dire que installer le chaos en région et puis essayer de gouverner ce chaos. Il y avait un politologue, Lucien Cerise, qui a bien décrit cette conception, et je crois que vraiment maintenant, cette ouverture de nouveaux fronts, Taïwan, Ukraine, Kosovo et Afrique aussi possible, c'est aussi l'Amérique latine, qui aussi est déstabilisée non-stop par les pouvoirs américains, ce que Bolton a dit quand il a donné un entretien aux presse américaine. Et donc, il faut être absolument très attentif. Pour moi, je crois que maintenant, la nouvelle combat, elle va vraiment être jouée sur le continent africain. Et là, il faut absolument faire une analyse très profonde. D'accord, merci beaucoup à vous, Maria Platonova, pour toutes ces explications. Sans transition, mesdames, messieurs, chers invités, nous passons à notre second sujet. Je vous propose à présent d'analyser avec nous les enjeux géoéconomiques, géopolitiques et géostratégiques autour desquels gravite l'offensive mondiale actuelle en Afrique. Comment percevoir la bataille
des puissances étrangères sur le continent depuis le début de ce 21e siècle, que dis-je, la rude compétition des puissances étrangères dans une Afrique centrale précisément, au cœur des convoitises des grandes puissances occidentales et émergentes. On en parle dans cette seconde partie et j'aimerais commencer avec vous, Fabrice Beyor. Alors, dans cette seconde partie, dans ce deuxième sujet, je veux dire, j'aimerais vous poser, Fabrice Beyor, une question plutôt globale. Mais tout d'abord, en nommant un fait et deux noms, voilà, la crise ukrainienne d'une part, Assimi Goïta, Abdoulaye Maga d'autre part. Est-ce que, selon vous, Fabrice Beyor, ces événements et ces deux personnalités africaines, en l'occurrence maliennes, ont d'une certaine façon redessiné les cartes de la géopolitique mondiale? Vous me parlez que de Assimi Goïta ou vous me parlez de l'Ukraine? J'ai pas compris. Les deux. Pour vous poser cette question, Fabrice Beyor, j'ai nommé deux personnalités et un événement, en l'occurrence la crise ukrainienne, d'une part, et d'autre part, les noms de ces deux personnalités maliennes, Assimi Goïta et Abdoulaye Maïga. Est-ce que lorsqu'on évoque justement ces noms et cet événement-là, la crise ukrainienne, est-ce qu'on a l'impression que tout cela, lié ou délié même, a, d'une certaine façon, redessiné les cartes de la géopolitique mondiale? Vous savez, le retour de la Russie en Afrique, je dis bien le retour de la Russie en Afrique, parce que l'URSS qui était présente, c'était la Russie, il n'y a pas de mystère là-dessus, mais ne date pas depuis, entre guillemets, la dite crise ukrainienne. Elle a été, évidemment, préparée pendant des années. D'ailleurs, grâce à l'éducation populaire qu'a pu faire Afrique Média et mon ami et camarade Luc Michel, puisque nous sommes présents sur Afrique Média depuis des années et des années en défense de la Russie, en expliquant les éléments de compréhension géopolitique et la science de compréhension du monde du XXIe siècle. Et à partir de là, évidemment, depuis quelques années, pas avec la Centrafrique, pas avec le Mali, mais en réalité avec le Soudan. Ça a commencé avec le Soudan, où la Russie a commencé à poser pied. Et le développement, le déploiement de la Russie en Afrique a vraiment commencé effectivement avec son soutien et son intervention en République centrafricaine, et aujourd'hui effectivement au Mali. En quoi effectivement la personne que vous avez indiquée, Goïta en particulier, est important dans le sens que, comprenant, et c'est là peut-être qu'on pourra faire un parallèle que je ferai ensuite avec l'État dit ukrainien, c'est que vous avez toujours eu une demande effectivement d'alliance alternative pour se défaire, se libérer totalement de la France-Afrique, ou se défaire de liens, on va dire, qui est plus un monologue. C'est pas que les pays africains ne veulent plus avoir de relations avec la France, mais ils ne veulent plus que la France leur dise quoi faire et avoir entre guillemets des nouveaux amis. Donc, et le fait que la Russie a démontré son sérieux dans les accords avec la République centrafricaine, qui a démontré leur efficacité, à mon avis, a déverrouillé pas mal d'attentes et d'attentisme de la part d'élites politiques et militaires, puisque rappelons que beaucoup de militaires africains ont été formés à l'époque de l'URSS et à l'époque de la Fédération de Russie, donc ça crée également des liens, ont abouti aujourd'hui effectivement que certaines élites africaines ont pris le pas et ont arrêté la comédie de la France-Afrique pour reprendre souverainement le destin de leur pays en main, et je pense de l'Afrique, puisque le Mali n'est comme la Centrafrique que des dominos, et j'espère que de nombreux autres pays rejoindront ce mouvement panafricain de ce qu'on pourrait appeler d'une nouvelle libération, d'une deuxième libération en fait de l'Afrique. Et le point commun qu'il peut y avoir avec le cas dit ukrainien, c'est dans le cadre aujourd'hui de l'opération militaire spéciale donc russe en Ukraine. Vous avez en particulier, je parle des régions, parce que moi je suis actuellement dans le territoire de Kraï de Krasnodar, et c'est assez proche de moi cette situation. Et donc dans les régions de Kherson et Zaporozhye, c'est le sud si vous voulez de la Novorossia, pour moi occupée par la junte de Kiev, vous avez aujourd'hui la Russie qui démontre et qui fait tout ce qu'il faut pour démontrer qu'elle est là pour rester et ne pas partir. Pourquoi? Puisqu'il y a une forte demande également dans les peuples
le peuple russe en réalité d'Ukraine, de savoir si on peut faire confiance et s'engager à fond. Et donc aujourd'hui, la politique russe dans la dite Ukraine, c'est de démontrer qu'elle est bien là, non pas simplement pour défendre ses intérêts d'État, mais également là pour défendre la population russophone. Pour moi, ce sont des Russes d'Ukraine, soyons très clairs. C'est exactement les mêmes choses. Hein. Vous avez la population dans le Kuban ou la population à Zaporozhye ou à Kherson, c'est exactement les mêmes. C'est le sud de la Russie. Et en Afrique, vous avez effectivement pendant des années, c'est bien les grandes déclarations diplomatiques, c'est toujours mieux de voir un pays en soutien militaire et en soutien diplomatique et en soutien économique, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui, le soutien sécuritaire, le soutien militaire et le soutien économique, et aujourd'hui évidemment parce qu'il y a toujours des accords économiques qui suivent. Donc je pense que oui, on peut aujourd'hui indiquer que la Russie, ayant démontré le sérieux des accords de sécurité, en particulier ça a commencé avec la Syrie, ça a continué avec en particulier donc la République centrafricaine, et aujourd'hui on le voit au Mali et j'espère dans d'autres pays, a démontré que ce n'est pas un élément tactique, c'est bien un changement stratégique et d'orientation géopolitique majeur que la Russie a décidé de par le monde, ne plus être simplement en réponse comme souvent ça a été le cas en Russie et qui a été souvent son malheur, c'est d'attendre de répondre. Et aujourd'hui, c'est pour ça que la Russie est intervenue avant qu'il y ait une offensive ukrainienne dans le Donbass, comme l'a rappelé le président Vladimir Poutine. Lorsque le conflit est inévitable, il faut frapper le premier. Et la Russie aujourd'hui intervient en Russie, est en proactif, en diplomatie proactive et en action géopolitique proactive. En cela, les Africains peuvent évidemment se servir de cette nouvelle orientation. Comme je l'ai toujours dit, c'est un levier supplémentaire qu'ils ont afin de pouvoir reprendre le plus possible de souveraineté, puisque la Russie, la particularité que la Russie a, alors c'est un État comme un autre, en ce sens que, enfin comme un autre, qu'on voit le comportement des États occidentaux, on peut se poser la question, mais en ce sens qu'elle a des intérêts, l'État russe a des intérêts, que évidemment, s'il peut y avoir des affaires économiques, tant mieux. Mais la différence de l'État russe, ou je dirais même de pas mal d'autres États, mais par rapport au bloc occidental, donc les puissances néocoloniales, c'est qu'elle ne se mêle pas des affaires intérieures du pays. Elle ne cherche pas à imposer un système de valeurs. Elle ne cherche pas à donner des leçons de morale. Elle parle simplement de droit, de bonne entente, un peu de bon sens. Et puis, ça suffit en fait pour retrouver la paix. En fait, c'est simplement un dialogue. Alors, il faut défendre ses intérêts, puisque si vous êtes faible, évidemment, le partenaire en face va profiter pour avancer ses pions. Mais ça, c'est normal. C'est dans la vie, dans tous les domaines. Mais pour autant, la Russie n'est pas là pour imposer, mais elle est là pour aider. Et dans le monde multipolaire qui est en construction, il y a eu une erreur auparavant, ça va être ma conclusion, qui a été dans la confrontation d'avant, on va dire, de guerre froide. Il y avait cette volonté de tricontinentale où on excluait l'Europe de ce combat. C'est une erreur, parce que le cœur de l'impérialisme américain, c'est ses colonies européennes. Vous enlevez ces colonies européennes, il n'y a plus d'États-Unis, il n'y a qu'une puissance régionale. Et donc, c'est en cela que le combat que mène la Russie aujourd'hui, en Ukraine et ailleurs, pour moi, en tant que Français qui vit aujourd'hui en Russie, c'est l'État aujourd'hui qui défend les libertés européennes, les libertés eurasiennes, puisque pour moi, l'Europe telle que je la conçois, c'est de Vladivostok à Lisbonne. Et vous avez donc aujourd'hui même si la Chine économiquement, évidemment, est la première puissance mondiale, la Russie est en fait l'aiguillon géopolitique que la Chine aujourd'hui rejoint, d'ailleurs, merci aux provocations américaines. Et donc, vous avez cette situation où, effectivement, au Mali, ils ont compris, entre autres au Mali, ils ont compris que ce n'était pas quelque chose qui allait être une mode et disparaître même avec l'après-Poutine. C'est bien effectivement une orientation géostratégique majeure. En cela, ça a réveillé les sentiments de personnes qui effectivement étaient dans l'attente, puisqu'ils n'avaient en face d'eux aujourd'hui qu'ils n'avaient pas d'aide pour affronter la France-Afrique ou l'Africom, qui est le commandement militaire américain en Afrique. Et aujourd'hui, la Russie est bien là pour être ce levier et ce poumon extérieur permettant au pays de retrouver leur souveraineté, à tout le moins de retrouver plus de liberté, leur permettant d'avoir cet objectif. C'est en cela que je suis
on va dire, je vois l'avenir d'une manière positive, mais vous savez, une bête blessée comme les États-Unis, qui reste toujours la première puissance militaire mondiale, il faut pas non plus la sous-estimer, il faut jamais sous-estimer ses ennemis, et jamais sous-estimer que la guerre a toujours été profitable aux États-Unis, et qu'ils parlent de la Troisième Guerre mondiale ouvertement, publiquement, dans les publications, les vidéos. Il suffit simplement de dire ce qu'ils publient. Évidemment, en France, on ne lit pas l'anglais, donc lorsque vous répétez ce qui vient des États-Unis, on vous traite de complotisme. Et ça, c'est habituel de la part du niveau intellectuel des élites françaises aujourd'hui. Mais je le répète, l'Afrique, la Russie et l'intervention de la Russie, le retour de la Russie en Afrique a, on va dire, libéré les énergies patriotiques et panafricanistes. C'est en cela que effectivement c'est un signe, et que j'espère, après la Centrafrique et le Mali, les réussites que nous allons voir, d'autres pays vont rejoindre ce mouvement et ne pas croire que les pressions de Paris et les pressions des États-Unis peuvent changer quoi que ce soit. Et il ne faut pas, ça, je me permets pour une fois de franchir une frontière que je m'étais interdit de faire, c'est-à-dire de m'occuper de politique intérieure africaine, mais il ne faut pas, pour des raisons de politique intérieure, sacrifier des gens, je pense au Sénégal, qui ont fait, eux, véritablement un retournement géopolitique à 180 degrés, à savoir de défendre leurs intérêts et ne plus suivre simplement les intérêts du bloc occidental. Il faut savoir se mettre d'accord sur l'essentiel. Il faut savoir aussi faire taire des fois ces différences politiques. Je rappellerai toujours un slogan des Tupamaros, qui était une guérilla d'Amérique latine, qui avait fait une alliance, qui était pourtant, elle, d'extrême gauche, avait fait une alliance avec des patriotes qu'on dirait aujourd'hui de droite radicale, et qui avait dit, qui disait, qui pour moi est très symbolique, qui disait: les mots nous divisent, mais l'action nous unit. Il faut avoir un programme minimum. Ce programme minimum, c'est la défense des souverainetés des peuples. Après, à ceux-ci de définir le contenu qu'ils veulent faire de leur pays ou de leur continent, c'est le minimum. Et c'est pour ça que je suis, moi, en tant que ancien panafricaniste également, et l'ayant découvert avec la Jamaria libyenne de Muammar Kadhafi, je peux vous dire que j'attendais ce moment, cette rupture définitive ou radicale. J'attendais depuis des années que Moscou prenne le taureau par les cornes. Depuis le 24 février, c'est le cas, et depuis quelques années, c'est aussi le cas en Afrique. La Chine, qui s'aperçoit également aujourd'hui encore plus qu'il ne peut pas y avoir de compromis avec les États-Unis, mais bien une confrontation. Ce monde multipolaire aujourd'hui est en construction, et c'est celui-ci auquel l'Afrique va participer. L'Afrique n'est pas simplement un champ de bataille sur lequel vont s'affronter le bloc occidental et le bloc, on peut appeler de l'Est ou eurasien, qui commence à s'élargir au monde, mais il va y participer pour non seulement reprendre sa liberté, mais également participer au concert des nations, et pour dédire Monsieur Nicolas Sarkozy, qui disait qu'elle était sortie de l'histoire. C'est l'Europe, malheureusement, moi, Européen, patriote de la grande Europe, qui vous dit, malheureusement, c'est plutôt l'Europe qui est en train de sortir de l'histoire en suivant les États-Unis dans leur chute inévitable. À vous, Fabrice Beyor, pour toutes ces explications. Luc Michel, je me retourne vers vous à présent. Alors, Luc Michel, partagez-vous véritablement l'idée selon laquelle l'Afrique serait actuellement secouée par une nouvelle guerre froide, notamment entre les États-Unis, la Russie et la France? Je vais vous répondre, mais tout d'abord, je voulais vous dire, vous faites un plateau avec différentes sensibilités, c'est très bien, mais je ne partage pas du tout les conclusions qui ont été faites sur Taïwan ou encore sur l'Iran. Il faut que vous compreniez cela. Nous avons des écoles géopolitiques. Fabrice Beyor et moi-même, nous appartenons à la même école, qui est celle d'EIOT. Je suis EIOT Bruxelles, EIOT Russie. Nous avions dans les années 1980 l'école euro-soviétique. Mais en Afrique, évidemment, c'est le retour de la guerre froide. L'administration Biden, elle vise au retour aux thématiques américaines de la guerre froide. C'est en cela que nous ne sommes pas d'accord, évidemment, sur Taïwan ou sur ce qui a été dit sur l'Iran. Joe Biden, il voit le monde en deux blocs. D'un côté, le bloc des démocraties libérales. De l'autre côté, le bloc de ce qu'il appelle les régimes illibéraux. Il a organisé un sommet des démocraties libérales l'année dernière à Washington.
et il vient d'organiser le second, évidemment. La vision que Joe Biden a du monde, c'est un bloc des démocraties libérales américaines contre l'Iran, la Chine et la Russie. En Afrique, évidemment. Vous m'entendez, Vanessa? Allez-y, Luc Michel, vous êtes en direct, nous vous entendons, allez-y. Parce que moi, je ne vous entends plus. Mais nous vous entendons, allez-y, vous êtes en direct. Donc, il faut constater quelque chose en Afrique, évidemment. C'est que les États-Unis veulent réintroduire cette logique de la guerre froide. Tout simplement parce que l'Afrique est en train de leur échapper. Les Russes depuis 2015-2016, les Iraniens depuis 2018, ils sont en retour en Afrique pour contester la domination du bloc occidental. Il y a quelques semaines, les États-Unis, ils ont voté de nouvelles lois qui visent à combattre la Russie économiquement en Afrique. Ils ont construit ce qu'ils appellent le Global Engagement Centre, qui vise à mener la guerre médiatique et de communication en Afrique. Et enfin, avec leurs forces spéciales, ils s'opposent aux forces paramilitaires russes dans toute l'Afrique. C'est cela, évidemment, qu'il faut constater. L'Afrique, elle échappe aux Américains, elle échappe aux Français dans une logique qui est le retour à la guerre froide des années 70 et 80. Et évidemment, les États, la Centrafrique, le Mali, l'Algérie, l'Éthiopie, les généraux soudanais, etc., ils s'inscrivent évidemment dans une logique qui est celle d'échapper au bloc américain et aux Français dans la logique de la guerre froide. C'est cela qui est en train de se mettre en place, évidemment, dans toute l'Afrique, avec les Américains. La Russie a compris cette logique, mais évidemment, voilà quelques soucis de connexion malheureusement avec vous, Luc Michel. Nous reviendrons vers vous dès que possible. En attendant, je me retourne à nouveau vers vous, et Gamal Abina, sur cette question concernant la guerre froide entre la Russie, la France et les États-Unis sur le continent africain. On a évoqué tout à l'heure avec Daria Platanova, on a évoqué ce basculement, on va dire ainsi, ce basculement dans des plaques de la tectonique concernant la géopolitique mondiale. À quoi doit-on, selon vous, s'attendre, Gamal Abina, justement dans ce basculement des plaques tectoniques au plan de la géopolitique en Afrique? Quelle est votre analyse de cette question? Gamal Abina, est-ce que vous m'entendez? Très bien, vous m'entendez? Vous m'entendez bien là? Parfait. Donc je disais, j'ai pas très bien compris pourquoi Luc Michel n'était pas d'accord, parce qu'apparemment il n'y a pas d'opposition. Il y a bien une volonté américaine de provoquer avec une erreur stratégique, mais qui est intentionnelle au départ, les Russes et les Chinois. C'est pas d'hier, c'est pas la première fois qu'ils les provoquent. Et aujourd'hui, ils auront constitué, peut-être sans le vouloir, le bloc que j'appelle de l'Est, mais au sens élargi. On n'est plus seulement sur le bloc de l'Est soviétique qu'on a connu, avec des pays d'Europe centrale et orientale qui étaient liés. On est sur un bloc de l'Est, en plus avec la Chine. Même l'Inde bouge ses cartes d'ailleurs. On voit que tout le monde va de son avantage, qui s'est reconstitué, enfin qui s'est constitué en réalité, parce qu'il n'a jamais vraiment existé, contre ce bloc occidental emmené par ce que j'appelle l'extrême occident, donc les États-Unis. Et donc, parce que l'Occident c'est l'Europe et l'extrême occident c'est les États-Unis. Ça leur va très bien de s'appeler extrême occident parce que ce sont des extrémistes. Et donc, à partir de là, j'allais dire simplement que la carte africaine, et c'est vrai que le rappeler que c'est le plus grand continent au monde quand même, c'est pas rien, le plus riche, avec une dynamique économique qui est en train de se faire jour depuis 20 ans de 5% de croissance, la carte africaine, c'est aussi une carte géopolitique considérable, puisque c'était déjà, à l'époque de l'Union soviétique,
un champ de bataille. On voit bien ce qui se passait avec l'Éthiopie, la Somalie. Il y a plusieurs pays qui étaient soutenus comme l'Angola, par exemple, par le bloc soviétique. L'Algérie, bien évidemment. Pour peu, la Libye, ça va de soi. Enfin, il y a quelques grands pays comme ça. L'Afrique du Sud, antiracistes, était aussi soutenu par les soviétiques. Et donc, ces pays-là ont toujours été très proches des Russes et n'ont jamais été en rupture. Quelques pays ont été atomisés, on le voit bien avec le Soudan qui a été divisé en deux, presque 3 bientôt, mais surtout la Somalie, 4 États quand même, c'est catastrophique. Ces pays-là ont subi le contre-coup de la chute de l'Union soviétique. Ils ont presque même failli mettre à terre Cuba, tellement les États-Unis étaient partis sur une lancée de destruction totale des régimes socialistes. Mais cet échec est consommé aujourd'hui. Pourquoi? Non pas que les soviétiques, enfin les ex-soviétiques, donc les Russes, soient devenus socialistes, mais dans leur politique générale et sociale, qui existe toujours, il y a une volonté de faire en sorte que l'État soit souverain et que, quelque part, il y a une redistribution des richesses cette fois au niveau de la population. On n'est plus sous l'ère Helsinki qui était extrêmement sauvage, ultralibérale, qui a privatisé toutes les richesses du pays. On est sur autre chose. Ça ne veut pas dire que les soviétiques, enfin que les Russes sont redevenus communistes, pas du tout, mais il y a quand même une sorte de nationalisme qui a tendance à vouloir protéger ses frontières, bien évidemment, sa population et son honneur, en l'occurrence, que je répète toujours que l'Occident n'a pas d'honneur. Vous pouvez signer n'importe quel accord avec l'Occident, il ne respectera jamais l'accord signé ni oral. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire de la chute du pacte de Varsovie. Les Américains n'ont pas démantelé l'OTAN alors qu'ils s'étaient engagés oralement à le faire. Et donc aujourd'hui, pourquoi l'Afrique est devenue un enjeu? Pour deux raisons. D'abord parce que les Russes, qui sont venus d'abord dans un pays qui allait partir en guerre civile, souvenez-vous ce qu'était la Centrafrique quand les Français y étaient. C'était quand même les FACA contre les anti-Balaka, contre les Balaka. Il y avait une question ethnique, religieuse, et on s'apprêtait à voir un pays se détruire de l'intérieur, un pays qui était très important historiquement, parce que les Français, évidemment, laissaient faire, comme toujours, ou engageaient les uns par rapport aux autres. On a vu ce qui s'est passé au Mali. L'opération dite au départ Serval, qui est devenue après tout un tas de noms un peu d'oiseaux ridicules pour dire que les Français étaient là avec quelques forces internationales européennes en général, a été à l'échec total et il y a eu de plus en plus de morts liés à ce qu'on appelle le djihadisme. Et donc ces questions-là, c'est quoi? C'est que les États-Unis, l'Occident en général, utilisent des minorités, très souvent, pour des raisons religieuses ou ethniques, dans le but de déstabiliser les pays dans lesquels il y a un régime qui leur plaît pas. Et ce qui se passe, c'est que la République centrafricaine a bénéficié, et vraiment, là on peut l'observer, d'un vrai soutien effectif, efficace, extrêmement performant des Russes qui ont empêché que, par exemple, la direction politique du pays soit assassinée par un coup d'État, comme le font si bien les Occidentaux. On le voit au Mali, c'est pareil. Ils ont apporté leur soutien et on voit bien qu'il y a un changement radical en matière de gestion de la sécurité. Non seulement les Maliens ont bénéficié d'une formation de qualité de la part des Russes, mais surtout, ils vont renforcer d'ailleurs leur coopérant militaire, puisqu'ils vont passer de 1000 à 3000, je crois, ou 4000. Mais surtout, ils bénéficient d'un matériel de pointe militaire afin de garantir les opérations, non pas meurtrières côté militaire, mais meurtrières du côté de leurs ennemis. Et donc tout cela dit quoi? Ça dit à l'Occident qui sont en train de s'inquiéter de voir un basculement de l'Afrique en faveur des Russes, des Chinois, des Iraniens, de ce qui est à l'Est en substance. Eh bien, ils s'inquiètent de cela. Pourquoi? Parce que on a une Afrique qui est en recherche de liberté depuis toujours et qui a été arnaquée dans les années 60, puisque les libertés, leurs indépendances ont été confisquées par des caporaux placés par l'armée française, par De Gaulle. Et surtout, l'Afrique se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a une bascule à l'Est et qu'on peut espérer un changement politique à la faveur des Africains. Parce que tout le monde, effectivement, tout à l'heure, Fabrice le disait, tout le monde cherche son intérêt. La différence entre ceux qui cherchent leur intérêt honnêtement et ceux qui cherchent leur intérêt comme des voleurs, et j'utilise bien le terme à dessein comme des voleurs, c'est que par exemple les Russes proposent de vendre du matériel militaire de qualité et le vendent. Ils sont pas en train de surendetter un pays, ils le vendent avec les moyens du pays. Que les Chinois font des investissements. Par contre, l'Occident vient piller les terres sur place et ne crée pas de richesse, de valeur ajoutée, de formation. Tout ça, ça les intéresse pas. Ils ne veulent surtout pas le faire. La coopération russe en Afrique, c'était des étudiants qui étaient formés de haut niveau. Quand en Europe, on confisquait ces étudiants. Les étudiants africains revenaient de la Russie vers l'Afrique. C'est vraiment deux démarches complètement différentes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit penser? Que même des pays comme, je prends l'exemple du Cameroun, par exemple, Paul Biya, qui est pas forcément un foudre de guerre, qui est pas forcément un homme de la rupture, vient de commander les armes russes. C'est quand même extraordinaire. Pourtant, Paul Biya, c'est plutôt un homme pépère tranquille, mais il a compris la bascule à l'Est. Je parle même pas du Mali, je parle même pas d'autres pays, le Niger, je parle des pays qui vont commencer à basculer, on les voit un par un aller vers la direction de l'Est parce qu'ils se rendent bien compte que l'intervention russe, en 6 mois et 1 an, il y a des changements radicaux qui garantissent la paix civile. Et je suis désolé de le dire, je le répète à nouveau, si vous voulez qu'un pays s'en sorte économiquement, il faut qu'il soit fort dans sa sécurité, qu'il soit militairement, qu'il ne soit pas attaquable de l'intérieur et ni même de l'extérieur. Et aujourd'hui, ces pays ont peut-être
une chance de pouvoir sortir de ce néocolonialisme et de ce patriarcat, de cette espèce de paternalisme détestable des Occidentaux qui prennent toujours les Africains pour des sous-hommes. Malheureusement, c'est comme ça. Africains du Nord au Sud, je précise. Il n'y a pas une question de couleur là-dedans, c'est une question de rapport de l'Occident face au reste du monde. Et bien aujourd'hui, il y a un espoir de voir qu'effectivement, avec le concours des Russes, l'Afrique trouve une émancipation. Ça ne veut pas dire que c'est garanti, mais c'est un peu plus sérieux quand même côté russe que côté américain ou français. On voit très bien qu'aujourd'hui, les Français sont en train de courir. Ils font un 100 mètres contre Lavrov qui va en Afrique, que les Américains envoient systématiquement Biden pour des sommets inutiles qui ne mènent nulle part, alors que les Russes préparent un deuxième sommet, Russie-Afrique. Les Chinois vont faire un troisième sommet, si je ne me trompe pas. C'est une multiplication de sommets concrets qui apportent de l'investissement, qui apportent de l'espoir. Et l'Afrique a besoin aujourd'hui d'espoir, non pas d'aide au développement, mais d'industrie dans le territoire africain pour se développer, de machines pour pouvoir travailler et d'hommes formés. Voilà ce dont on a besoin. Pas d'aide au développement. Ça, c'est de la mendicité. C'est une insulte au peuple africain. Et c'est pas très sérieux parce que les Africains sont capables de mieux que cela. Il faut choisir de bons partenaires pour sortir de cette situation. Et c'est en cela que les Russes, peut-être, vont apporter une solution. Merci beaucoup à vous, Gamal Abina, pour toutes ces explications. Alors, je reviens vers vous, Daria Platonova, avec cette même question. Lorsqu'on observe tous les mouvements, du moins les récents mouvements géopolitiques et surtout les différentes compétitions des puissances étrangères occidentales, notamment en Afrique, la question que j'aimerais vous poser, c'est à quoi l'Afrique doit s'attendre, selon vous, sur le plan géopolitique dans ce basculement des plaques de la tectonique? Je suis sûre que maintenant l'Afrique est en train de réinstaller et réobtenir son souveraineté. Donc, je suis sûre que la collaboration avec la Russie, c'est la possibilité pour la souveraineté et pour l'indépendance, la vraie indépendance de l'Afrique. Si on regarde les phases de décolonisation, nous pouvons voir qu'il y avait presque 3 phases. Nous pouvons dire que la première étape, c'était la déclaration d'État indépendant à la place des anciennes colonies. Et donc, à cette stade, en fait, la dépendance est restée. Quand même, elle existait. C'était même en étant indépendant, c'était quand même la dépendance totale. La deuxième période de la décolonisation de l'Afrique a consisté en la construction d'États-nations. Donc là, il y avait le choix pour tout État d'Afrique pour voir à quelle idéologie ils vont s'allier, à quelle idéologie, libéralisme, soit nationalisme, soit communisme. Donc il y avait 3 théories politiques et c'était le choix des États pour voir son route. Et donc c'était la période de la guerre froide, quand il y avait la contradiction entre les zones qui étaient contrôlées, qui étaient plutôt amicales vers l'Union soviétique, ou les zones qui étaient favorables aux États occidentaux. Et donc, c'était aussi la période où il y avait quand même une sorte de colonisation. L'Union soviétique n'était pas un colonialiste, donc c'était la lutte anti-impérialiste qui était déclarée. Et donc, mais en même temps, nous pouvons dire que les pays qui étaient sous l'influence d'Occident, ils étaient restés dans la logique de colonialisme, donc il était dépendant de son colonialisme. Donc maintenant, c'est le temps de la 3e étape de la décolonisation de l'Afrique, c'est la décolonisation profonde, ce que nous pouvons dire, et c'est la phase où nous voyons que l'État africain devient de plus en plus indépendant, pas uniquement au niveau politique ou économique, mais aussi culturel. Par exemple, le cas de Mali montre qu'il y a cette étape de décolonisation profonde qui est faite parce que au Mali, c'est vraiment un cas historique de combat contre l'impérialisme français, nous pouvons dire, mais français, qui est aussi l'impérialisme plutôt de l'hégémonie américaine. Il n'y a pas de la politique souveraine de France en Afrique, il y a plutôt la collaboration avec la modèle de libéralisme pur, libéralisme américain. Et donc, Mali a fait la lutte anti-impérialiste en mettant le stop, le bloc, non uniquement pour la dépendance politique ou économique, mais aussi sur le point de la culture, sur le point de rejeter la hégémonie culturelle qui était produite par les chaînes de télé de France, c'était RFI et France 24. Et donc, c'est très important que cette décolonisation profonde se passe. Et nous pouvons dire que maintenant, pour la Russie,
Et aussi pour la Chine et pour la Turquie, les trois joueurs, ces principaux continents africains, sont dans cette ligne pour cette décolonisation profonde. Donc, c'est qui est vraiment très important que l'Afrique maintenant s'installe sur cette route et la Russie ne fait que protéger cet choix de pays africains. Et c'est sûr que maintenant, elle aura l'effet de domino. Là, nous voyons Mali, nous avons vu aussi les pays qui est juste à côté de Mali et bientôt nous allons voir le feu sur tous les continents. Mais le feu qui sera le feu révolutionnaire, le feu de le combat de la lutte anti-impérialiste. Et c'est très important que pour la Russie, et c'est pas du tout la question de contrôler l'Afrique, c'est la question de défendre le droit de décolonisation profonde pour l'Afrique elle-même. Et donc, la Russie, qui a toujours prôné un monde multipolaire, qui était toujours favorable au monde multipolaire, souhaite contribuer à cette troisième phase de colonisation tout ce qu'elle peut. Et donc, la Russie soutient l'idée de l'unité panafricaine. Et il y a beaucoup des analystes russes qui comprennent que c'est le panafricanisme. Donc, c'est vraiment un choix, c'est une voie pour l'Afrique d'installer l'indépendance dans son décolonisation profonde. Et donc, ce que maintenant la Russie fait, c'est de donner la base sécuritaire qui peut protéger cette lutte anti-impérialiste de pays africains. Donc, l'avenir de l'Afrique, c'est l'indépendance totale et c'est le fond de cette période, de cette phase de décolonisation profonde. Et je crois que pour Mali, c'est un cas de succès extrême. Et donc, je suis sûre que les pays qui sont à côté de Mali vont aussi reprendre cette optique, cette logique du combat. C'est très important aussi l'expulsion de deux chaînes françaises. Pourquoi? Parce que pour l'instant, le libéralisme ne fait pas la domination uniquement sur les fronts politiques et économiques, mais aussi si on regarde par exemple et cite Antonio Gramsci, le néo-marxiste, il y a aussi la domination dans le plan de culture. Et donc, la France et le projet France-Afrique, qui existe toujours avec Macron, qui est toujours dans les têtes d'Élysée, dans le quai de Bramley, il mettait aussi les petits instruments de la domination culturelle sur le continent qui marchaient très, très, très bien. C'était les médias, c'était les films, c'était aussi les programmes, même pour les groupes musicaux, pour le développement de groupes, de clips et tous. Cette logique colonialiste de France existait dans les pays francophones. Elle existe toujours. Mali a fait un bon coup contre cet colonialisme brutal et la Russie soutient Mali et les autres pays à la République centrafricaine pour donner la possibilité pour l'Afrique de faire le combat contre le colonialisme. Et c'est très important aussi de la côté de comprendre ces choses parce que c'est toujours une séduction d'entrer dans la logique colonialiste. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on parle avec nos experts pendant les conférences à Moscou, par exemple. Nous discutons qu'est-ce que c'est le panafricanisme, quel est l'avenir de l'Afrique, comment il faut approcher la région. Et notre but, en tant que l'Union de mouvement international et raciste, est aussi de comprendre comment c'est possible de construire l'Afrique unie qui est très, très, très divers, qui a plusieurs ethnos, qui a plusieurs religions, qui a plusieurs traditions. Et donc, je crois que c'est très important pour nous, pour l'Afrique, et aussi, je suis sûre que la Russie, maintenant, suit la ligne de cette décolonisation profonde de l'Afrique. Elle est à ce processus, et c'est très important, et j'espère qu'il n'y aura pas de provocations comme nous voyons en Ukraine ou à Taïwan, mais tout est possible et si nous voyons ce projet de ce sommet de les États-Unis et de l'Afrique qui aura place en décembre, le 13 et le 15 décembre, c'est c'est une possibilité de la déstabilisation. Il faut toujours faire attention aux tous les États, les essais de coup d'État. Et je suis sûre que maintenant les États-Unis et la France vont prendre sous le contrôle, essayer de prendre sous le contrôle la région d'Afrique. Il faut être absolument attentif à tout ce qui passe maintenant là-bas. Merci beaucoup à vous, Daria Platonova, pour toutes ces analyses. On va tenter de retrouver Luc Michel à nouveau, si la connexion nous... Oui, je suis là, Vanessa.
Je suis là, Vanessa, je vous écoute. D'accord. Alors, Luc Michel, on a souvent écouté le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, dire que l'Occident, du moins, il avait l'habitude, Sergei Lavrov, de comparer l'Occident à un prédateur blessé. Selon Sergei Lavrov, il ne faut pas provoquer l'Occident car il serait pris de folie et pourrait tout casser. Alors, au vu des événements récents, mais surtout du contexte de la géopolitique actuelle, Luc Michel, est-ce qu'on a des raisons de penser que l'Occident aujourd'hui est en train d'agoniser? Non, c'est Lavrov qui a raison. L'Occident, c'est un animal blessé qui a perdu la main géopolitique sur le monde, mais qui est persuadé qu'il peut la reprendre à l'occasion de la Troisième Guerre mondiale. Les géopoliticiens américains évoquent ouvertement cette Deuxième Guerre mondiale, cette Troisième Guerre mondiale. Ils la situent entre 2050 et 2070. C'est le cas de George Friedman. Dans le cadre de cette Troisième Guerre mondiale, ils veulent éliminer avant celle-ci la Russie avant 2030 et la Chine avant 2040. C'est cela qu'il faut constater. C'est une géopolitique dangereuse parce que croire qu'on va reprendre la main à l'occasion de la Troisième Guerre mondiale, c'est chercher l'embrasement mondial. C'est pour cela que les Américains essayent de revitaliser l'OTAN de l'Europe et de Méditerranée, qui veulent lancer un OTAN du Pacifique, le Quad. Évidemment, dans ce cadre-là, évidemment, l'Afrique, c'est un enjeu principal. Les Américains veulent reprendre la main en Afrique, prendre le contrôle de l'Afrique, pour que dans le cadre de cette Troisième Guerre mondiale, l'Afrique soit du côté des Américains et pas du côté du bloc de l'Est, des Russes, des Iraniens et des Chinois. C'est pour ça qu'ils ont lancé une confrontation avec le bloc de l'Est dans toute l'Afrique. D'accord, merci beaucoup Luc Michel pour cette autre analyse. On va bientôt arriver au terme de cette édition. Luc Michel, je reste tout de même avec vous parce que tout à l'heure, je n'ai malheureusement pas pu suivre la fin de votre analyse concernant la question de savoir si oui ou non vous partagez véritablement l'idée selon laquelle l'Afrique serait secouée par une nouvelle guerre froide, notamment entre les États-Unis, la Russie et la France. Oui, je la partage tout à fait. Et c'est une erreur de certains Africains, c'est de croire qu'il y aurait une voie séparée à l'Afrique dans ce cadre-là. L'Afrique a besoin d'alliés puissants. Ces alliés, ce sont les Russes, les Iraniens. Ce sont les Russes, les Iraniens et les Chinois. C'est dans ce cadre-là, évidemment, que l'Afrique a une place à prendre à côté du bloc de l'Est si elle veut s'en sortir de la guerre froide. Il n'y a pas une place pour une Afrique indépendante dans le cadre de cette confrontation entre les blocs. La puissance du bloc de l'Est, elle contrebalance la puissance des Américains. Et évidemment, les Africains doivent prendre place à côté du bloc de l'Est. Il n'y a pas une alternative pour l'Afrique seule. L'Afrique seule peut s'en sortir en alliance avec les Russes, les Chinois et les Iraniens. Alors, merci beaucoup à vous, Luc Michel. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de Géopolitique internationale. Daria Platonova, merci beaucoup à vous et merci d'avoir été des nôtres ce midi. Merci beaucoup. D'accord. Fabrice Béor, merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau de Géopolitique internationale. Merci à vous, merci au papier et à bientôt. Merci beaucoup à vous, Fabrice Béor, Gamal Abina. Un plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus. Nous espérons en tout cas vous retrouver dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup à vous également. Plaisir largement partagé. Merci pour l'invitation encore une fois. Merci Luc Michel. Merci également à vous. Tout à l'heure, j'ai semblé vous entendre. Que disiez-vous, Luc Michel? Je disais bonne soirée. J'ai malheureusement des coups de téléphone pendant que je suis en plateau et ça coupe le son du Zoom.
Je vous remercie. Je voulais simplement vous dire, si vous voulez faire un plateau équilibré, vous devez donner un mot de conclusion à l'école que je représente. Je ne suis pas d'accord avec les autres participants, à part Fabrice Béon. Pas du tout. Vous devez savoir qu'en géopolitique, il y a différentes écoles et évidemment, nous ne partageons pas le même point de vue sur le monde. Bien noté, Luc Michel. Votre mot de conclusion, vous l'aurez certainement dans nos prochaines éditions. Rassurez-vous. Merci à toute l'équipe de cette édition spéciale de Géopolitique internationale. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis de bout en bout. Merci surtout à notre réalisateur ce midi, Ndaye Nathan. Merci beaucoup à l'équipe technique également, à la diffusion ce midi. Nous avons eu le plaisir d'avoir Jean Essé Téléambassa et bien sûr avec la supervision de notre directeur des programmes TV, Jérôme Bossama. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre bien-aimable attention. Restez bien sûr en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À très bientôt. Au revoir.